Merci beaucoup. Dans la continuité de ces propos qui ont permis vraiment de souligner les enjeux de ce dispositif, on va poursuivre avec une conférence inaugurale où il nous a semblé important et intéressant de replacer le dispositif actuel dans l'histoire, dans le temps long en fait, qui a été traversé de quelques grandes réformes dont vous avez sûrement tous entendu déjà parler, la révision générale des politiques publiques, RGPP, la loi organique relative aux lois de finances, LOLF. Et il nous a semblé important de souligner d'éventuelles continuités ou points de rupture avec l'exercice actuellement engagé. Et puis, au-delà de cette mise en perspective historique, il nous a aussi semblé qu'on pouvait appréhender ce dispositif de revue des dépenses comme un support d'évaluation des politiques publiques. Parce que c'est un outil financier, elles peuvent être considérées comme un outil managérial susceptible de conduire à une certaine réflexivité de l'action publique sur des enjeux majeurs de gestion publique, en termes de méthodologie, de pilotage, de coordination, tous les enjeux qui ont été soulignés par Madame la secrétaire générale du gouvernement. Mais il y a aussi d'autres questions qui se posent en termes de coordination verticale et horizontale avec les acteurs concernés et en termes de recevabilité. Et le fait de poser ces décisions politiques et de les mettre en lien avec la question de l'évaluation des politiques publiques est sûrement un des facteurs qui jouent sur cette recevabilité des acteurs. Donc ce sera aussi l'objet de cette conférence inaugurale introductif que de mettre en valeur ces enjeux. Et je remercie beaucoup François Ekal et Patrice Durand qui ont bien voulu nous livrer leur point de vue et réflexion dans ce cadre. Je vais les présenter rapidement avant qu'ils nous rejoignent. Donc François Ekal, vous êtes diplômé de l'ENA et magistrat de formation. Vous êtes fort d'expériences professionnelles multiples au sein de la direction de la prévision, du ministère des Finances, de la Cour des comptes, de l'autorité de la statistique publique, du Haut Conseil des finances publiques. Depuis 2016, vous êtes président de l'association FIPECO, qui anime un site d'information sur les finances publiques. Et en parallèle, vous êtes depuis plusieurs années chargé d'enseignement à Paris 1. Et enfin, vous avez récemment publié, vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, mais vous avez notamment publié « Maîtriser les finances publiques, pourquoi, comment ?» qui est paru en 2005. Patrice Durand, vous êtes professeur émérite de sociologie à l'ENS Paris-Saclay et vous êtes chercheur à l'Institut des sciences sociales du politique. Vous êtes également président du CNIS, le Conseil national de l'information statistique. Vos thèmes d'expertise et de recherche portent sur l'évaluation des politiques publiques, la réforme de l'État, la gestion publique territoriale et les politiques européennes. Et vous avez également été directeur de l'Institut d'études avancées de Paris sur les années 2010-2012, je crois, que vous avez contribué à créer d'ailleurs. Et plus récemment, vous étiez président du conseil d'administration de l'INED, l'Institut national des études démographiques. Voilà, avant de vous passer la parole et pendant que vous vous installez, si vous voulez bien, je me permets de signaler quelques petits éléments pratiques sur la journée. D'abord, vous dire que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux sous le hashtag RGP 2023. Vous pouvez poster évidemment vous-même un certain nombre d'éléments si vous le souhaitez. Je vous signale aussi que vous retrouverez à l'entrée de la salle Pierre Mendès France un stand avec notre collection d'ouvrages et puisque nous sommes éditeurs publics, et puis aussi notre revue. Je vous en prie. Et donc des exemplaires de notre revue que vous connaissez peut-être qui s'appelle Action publique, recherche et pratique, donc qui essaye, comme aujourd'hui, de nouer des liens et de créer un espace de dialogue et d'échange entre praticiens et chercheurs. Vous trouverez aussi quelques flyers sur nos activités, notamment notre blog public. Vous avez des casques parce qu'il va y avoir quelques interventions en anglais, donc pour la traduction simultanée, vous n'hésitez pas à prendre cet outil qui peut être utile pour suivre pour certains d'entre vous. Voilà. Je vous remercie encore, François Ekal et Patrice Durand, d'avoir accepté d'ouvrir
cette conférence inaugurale et je vous passe la parole. Je vais me mettre en... Bonjour, apparemment vous m'entendez. Je remercie d'abord les organisateurs, l'IPGDE, de m'avoir invité ce matin à faire cet exposé introductif sur les revues de dépenses publiques. Alors, les revues de dépenses n'est pas un objet très bien identifié, mais je pense qu'on peut tout de même le définir par ce sont des processus qui permettent d'identifier, de réduire, voire de supprimer des dépenses publiques qui ne sont pas suffisamment efficientes, soit pour réduire le total des dépenses publiques, soit pour redéployer les dépenses. Donc, c'est dépenser moins ou dépenser mieux, ou dépenser moins et dépenser mieux, pour reprendre la question de tout à l'heure. Alors, le FMI a publié en septembre dernier une note sur ses spending reviews, comme on dit en anglais, qui montre que dans les pays de l'OCDE, en 2011, il y en avait 16 qui pratiquaient les revues de dépenses, et en 2021, elles étaient 31. Donc c'est une pratique qui se répand, voilà, qui est de beaucoup plus habituelle, et c'est une pratique qui est recommandée en fait par les organisations internationales, le FMI, mais aussi le CDE et la Commission européenne. Et la revue de dépenses publiques que nous venons d'engager en France s'inscrit d'ailleurs dans ce schéma, puisque en fait, elle répond à un engagement pris par la France auprès de l'Union européenne. La France s'est engagée à faire une revue de dépenses en appui aux objectifs de dépenses de sa loi de programmation pluriannuelle des finances publiques, qui reste à voter. Mais à défaut de loi de programmation, on aura au moins une revue de dépenses. Donc, mais quand on regarde de près ces revues de dépenses dans les autres pays, on s'aperçoit qu'elles sont de nature très diverse. En réalité, il y a des pratiques très très différentes. C'est pour ça que je disais, c'est un objet qui n'est pas forcément très bien identifié. Alors en France, nous avons en fait l'expérience des revues de dépenses. Alors on n'utilisait pas ce terme, on ne l'utilise que depuis, je pense, une vingtaine d'années. Mais comme Monsieur Jourdain faisait de la prose, nous on a fait des revues de dépenses depuis très très longtemps. Alors en se limitant aux 50 dernières années, sans remonter au comité de la hache de l'entre-deux-guerres. On a eu par exemple la rationalisation des choix budgétaires, la RCB, dans les années 70. On a eu la circulaire Rocard au début des années 90, les audits de modernisation au début des années 2000, la révision générale des politiques publiques, la RGPP à la fin des années 2000, la modernisation de l'action publique au début des années 2010, Action publique 2022 en 2018, et puis le nouvel exercice de revue de dépenses qui n'a pas encore, à ma connaissance, de nom. Bon. Donc, on a fait beaucoup de choses, et en fait, j'ai oublié dans cette liste, en fait, la plus importante pour moi. La revue de dépenses, ce qui aurait pu être une revue de dépenses et qui aujourd'hui encore structure complètement notre l'élaboration et la discussion de notre budget, c'est la loi organique relative aux lois de finances de 2001, la LOLF. N'oublions pas que la LOLF, avec sa justification des crédits au premier euro, ses objectifs et indicateurs de performance, elle avait été considérée à l'époque comme, en fait, une sorte de matrice de la réforme de l'État, le principal vecteur de la réforme de l'État. Et en fait, on n'employait pas ce terme à l'époque, mais on pouvait quasiment parler de revue de dépenses permanente. Alors, on a donc beaucoup d'expérience au cours de ces 50 dernières années avec des caractéristiques très différentes.
en prenant quelques critères, on a eu des processus extrêmement centralisés, pilotés au plus haut niveau, comme l'a été la RGPP. Et puis, juste après, d'ailleurs, on a eu un processus un peu inverse, très décentralisé, qui a été la modernisation de l'action publique. On a eu des processus très articulés avec la procédure budgétaire. On ne peut pas faire mieux que la LOLF de ce point de vue. Et on a des processus qui étaient complètement déconnectés des procédures budgétaires, ce qu'était la rationalisation des choix budgétaires, la RCB. On a eu des processus qui s'appuyaient sur des évaluations académiques. C'était notamment le cas de la circulaire Recart, qui a créé d'ailleurs un comité d'évaluation. Voilà, qui a eu et on a eu, je dirais à l'inverse, pas totalement, mais des procédures qui s'appuyaient, pour prendre un sujet à la mode, qui s'appuyaient beaucoup plus sur l'expertise de cabinets de conseil. Ça a été notamment le cas de la RGPP. On a eu alors, le plus souvent, ces revues de dépenses ont visé, au début en tout cas, l'ensemble des dépenses publiques. Donc non seulement celles de l'État, mais aussi les dépenses publiques locales et sociales. Puis assez vite, dans plusieurs de ces expériences, on est revenu à l'État. On est revenu à la réforme de l'État et aux dépenses de l'État. Mais enfin, en tout cas, il y a le champ de ces revues de dépenses a été assez divers. En tout cas, au moins, concernait l'État, dépenses budgétaires et dépenses fiscales. Donc des caractéristiques très diverses. Finalement, avec quel résultat? Comme l'a dit tout à l'heure Claire Landais, il y a eu des réformes. Il y en a eu. Je ne veux pas faire la liste de toutes les réformes qui ont été faites depuis 50 ans. Donc beaucoup, quand même, avaient été identifiés, préparés dans ces exercices qu'on peut appeler aujourd'hui de revue de dépenses. Il y a eu des économies. La France a quand même réussi à faire des économies qui ont parfois été contestées, même celles les plus importantes ont été contestées. Je rappelle par exemple que la RGPP, elle a été très décriée, mais elle a quand même conduit à supprimer 130 000 postes dans la fonction publique d'État et à faire des économies de quelques milliards d'euros de l'époque, qui est un résultat tangible. Après, on peut le discuter, mais enfin, il y a quand même eu des résultats. Donc, ces dépenses, ces revues de dépenses, donc, ont quand même abouti à des résultats. Mais malgré tout, aujourd'hui, je vais dire ce que disait souvent Didier Migaud lorsqu'il présidait la Cour des comptes. Il disait souvent, la France est sur le podium quand il s'agit des moyens affectés aux politiques publiques, notamment les dépenses publiques, et en général dans les 3 premiers, mais après, quand il s'agit des résultats des politiques publiques, elle est assez rarement sur le podium. Donc on a bien un problème quand même. On a bien un problème et il faut s'interroger sur ces dépenses pour les réduire ou les redéployer. Alors, qu'est-ce qui a manqué au cours de ces 50 années? Claire Landais l'a dit tout à l'heure. En fait, je pense que le principal problème, la principale raison pour laquelle on n'arrive pas à réduire nos dépenses publiques et on est toujours sur le podium, c'est un problème de portage politique de ces revues de dépenses. Je pense qu'on a beaucoup de mal à assumer en France que l'objectif de ces revues de dépenses pourrait être de faire des économies. Il y a eu certains exemples de revues de dépenses, quand on regardait les dossiers de presse au lancement de ces expériences, le mot économie n'apparaissait même pas. Ou sur 30 pages de texte, on le trouvait une fois au milieu du texte. Donc je pense qu'il y a peu de chances. Alors, ces revues de dépenses ne se donnaient pas pour objectif principal de faire des économies, mais se donnaient pour objectif en fait, d'améliorer le service public, de redéployer éventuellement les dépenses pour améliorer les services publics au profit des usagers et au profit des citoyens. Et au profit des usagers, au profit des agents, pardon. Objectif parfaitement légitime, évidemment, c'est totalement légitime. Mais il ne faut pas oublier, premièrement,
que la demande de services publics, elle est illimitée. On aura toujours besoin de plus de services publics et que nous sommes dans un pays où, pour des raisons, je pense, très anciennes, culturellement très profondes, améliorer les services publics, ça se traduit par augmenter les moyens des services publics. Et donc, à partir de là, si on n'assume pas politiquement l'objectif qu'on va quand même essayer de faire quelques économies, il y a peu de chances pour qu'on y arrive. Et l'expérience a montré qu'on y arrivait relativement rarement, si je mets à une ou deux exceptions près, comme en effet l'a été la RGPP. Bien. Donc, on a un problème d'objectif, et on a plus généralement, je pense, un problème de clarification des objectifs et des responsabilités. Alors, à ce stade de mon exposé, je vais me recentrer sur l'État, sur la réforme de l'État, sur la LOLF et sur son dispositif de performance. Tout en ayant en tête que, comme vous le savez sans doute, les lois de financement de la sécurité sociale ont eux aussi un dispositif de performance calqué sur celui de la LOLF. Donc on peut étendre le raisonnement aux lois de financement. Et en fait, j'y suis invité, si on peut dire, j'ai été invité hier par le discours de clôture des Assises des finances publiques de la Première ministre. Je cite Elisabeth Borne à propos de la gouvernance des finances publiques. Tout d'abord, nous devons retrouver pleinement l'esprit de la LOLF et interroger chaque année les crédits au premier euro, c'est-à-dire examiner systématiquement l'intégralité des crédits de chaque programme et non pas uniquement les dépenses nouvelles. La justification au premier euro des crédits budgétaires, je vous rappelle, elle existe depuis 20 ans, mais c'est une décomposition purement comptable des coûts. Ça vous permet de dire, à la limite, vous pouvez justifier avec la JPE qu'on va employer des fonctionnaires pour creuser des trous et les reboucher. La JPE va vous expliquer que ça coûte plusieurs millions d'euros parce qu'il faut acheter des pelles à tant d'euros la pièce et employer des gens avec tel coût horaire. Bon, ce n'est pas du tout une justification économique. Donc, revenir à l'esprit, en effet, de la LOLF qu'on avait à l'époque, qui était d'en faire une vraie justification des dépenses publiques, ça me paraissait une très bonne idée. Mais à condition de ne pas persévérer dans les erreurs que nous faisons depuis 20 ans. Je m'explique. Quand on regarde le dispositif de performance de la LOLF, on a 3 catégories d'objectifs et d'indicateurs. Et je vais prendre comme exemple pour l'illustrer le programme infrastructure et services de transport. On a des objectifs socio-économiques avec, par exemple, dans ce programme, l'augmentation de la part modale des transports collectifs de voyageurs ou l'augmentation de la part modale du transport ferroviaire de marchandises. On a des objectifs et indicateurs, disons, d'efficience de la gestion quotidienne, gain de productivité. En l'espèce, par exemple, un objectif de réduction du coût moyen d'entretien au kilomètre des routes ou des voies ferrées. Et puis, on a des objectifs, indicateurs de qualité de service. Pour ce programme, des objectifs et indicateurs sur la qualité, l'état des infrastructures, des routes, des ponts, des tunnels, etc. Je pense qu'aucun fonctionnaire ne peut être tenu pour responsable de la part modale des transports ferroviaires ou pas plus qu'il ne peut être tenu pour responsable de la qualité de l'air ou du nombre d'accidents de la route. Ce sont des objectifs parfaitement légitimes, politiques, socio-économiques, mais dont la réalisation dépend de tas de facteurs qui sont totalement indépendants de la gestion au jour le jour du gestionnaire de programme, du responsable de ces programmes. Il n'y peut strictement rien. Et donc je pense qu'il faut recentrer ces indicateurs et objectifs sur des indicateurs et objectifs que les responsables de programme, dont on peut les tenir pour responsables, c'est-à-dire en fait des indicateurs de gestion
ces indicateurs d'efficience, ces indicateurs de qualité. On peut demander au directeur des infrastructures de transport d'être responsable de réduire le coût moyen d'entretien des routes au kilomètre. On peut lui demander, en même temps, d'être responsable de faire en sorte que la qualité des infrastructures ne se détériore pas. Et donc, en faisant ça, et avec des contraintes budgétaires, on peut faire améliorer le service public et faire des économies. Faire des économies en obligeant, en incitant les responsables de l'administration à faire des gains de productivité. Ça ne sera pas des économies gigantesques, c'est des économies des gains de productivité de 1 ou 2% par an, comme on en fait dans les entreprises de services dans le secteur privé. Donc ce sont des objectifs tout à fait raisonnables. Et pour ça, d'ailleurs, il y a quand même aussi une autre condition, c'est qu'il faut leur donner une grande autonomie pour y arriver. Revenir en effet à l'esprit de la LOLF. Vous avez des objectifs, on vous donne des moyens et maintenant vous vous débrouillez. Donc beaucoup plus de déconcentration aux services déconcentrés ou aux opérateurs pour arriver à faire des économies quotidiennes au jour le jour. Alors ça ne veut pas dire évidemment que les grands objectifs de politique publique, la part modale du transport ferroviaire ou la qualité de l'air, etc., n'ont pas d'intérêt. Bien sûr qu'ils ont un grand intérêt, bien sûr. Mais ce sont des objectifs politiques qui doivent être mis en œuvre par des politiques publiques qui relèvent de la responsabilité du gouvernement et qui doivent faire l'objet d'évaluations de politiques publiques. Et l'évaluation des politiques publiques, Patrice Durand vous en parlera beaucoup mieux que moi, mais en tout cas, ce qu'on peut en retenir, c'est que c'est pas facile. Ça demande du temps, c'est compliqué. Et il est complètement aberrant de vouloir résumer ça en un indicateur qu'on va suivre chaque année dans un programme de performance. Ça n'a aucun sens. Donc les objectifs de politique publique, eh bien, ça doit faire l'objet de revues régulière, revue de dépenses. Dans le cadre de mon programme infrastructure de transport, eh bien, je pense que une fois tous les 5 ans, on doit faire le point sur tous les projets d'infrastructure, d'autoroute, de transport ferroviaire, de tout ce que vous voulez, en évaluer le bénéfice socio-économique. Là, on est en plein dans l'évaluation, faire le point, et puis à l'issue, de dire, voilà, on retient tel et tel projet et on abandonne tel et tel projet. Et ça, on peut le faire systématiquement, donc régulièrement. On peut se dire, chaque année, on va alimenter les projets de loi de finances par des rapports dans lesquels on va faire le point sur les projets d'infrastructure de transport, les projets de création d'universités, de centres de formation, tout ce que vous voulez, ou de manière beaucoup plus générale, on va faire le point sur des politiques publiques, par exemple en matière de sécurité sociale. On va faire le point, on va avoir des rapports qui vont nous expliquer que peut-être faut-il modifier les paramètres de telle prestation sociale, ou peut-être faut-il envisager une réforme profonde de l'organisation de tel service public. Et ça, ces réformes, elles sont très difficiles. Elles doivent reposer sur des évaluations, et si on veut qu'on les fasse, eh bien, c'est là où il faut qu'elles soient portées politiquement au plus haut niveau. Si on veut arriver, on ne va pas parler de la réforme des retraites, mais voilà, ce genre de réforme qui peut relever d'une revue systématique des dépenses, mais sans aller jusqu'à ce niveau-là. On parle, par exemple, aujourd'hui, on a parlé hier des indemnités journalières d'assurance maladie. Ce genre de réforme, il faut qu'en effet, ça fasse l'objet, chaque année, on fasse une revue de quelques dépenses de ce type-là, et qu'on en tire des conclusions en disant, on modifie les paramètres des indemnités journalières, ou on s'y prend autrement, on essaye de faire en sorte de modifier les prescriptions médicales, les prescriptions d'arrêt de maladie, voilà. On fait ce genre de choses, et chaque année, donc, on se donne cet objectif d'alimenter le projet de loi de finances par une revue de dépenses prenant cette forme. Et donc, au total, pour revenir à la LOLF, mon message, ma conclusion principale, c'est pour y arriver, je pense qu'il faut arrêter
avec cette bien distingué, arrêter la confusion qu'on a depuis 20 ans entre, je dirais, ce qui relève de la gestion au quotidien, qui doit être fortement déconcentré et qui est de la responsabilité des fonctionnaires, et d'un autre côté, les grandes politiques publiques qui doivent être évidemment décidées au niveau politique sur la base, si possible, d'évaluation de ces politiques publiques et qui relèvent et donc de ces exercices réguliers de revue de dépenses, à mon avis. Voilà, maintenant, je passe la parole aux spécialistes de l'évaluation des politiques publiques. Merci François. C'est bon, vous m'entendez bien? Bien. Écoutez, moi, je prends la suite de ce que dit François. Je ne suis pas très éloigné d'une certaine manière, mais l'interrogation qui m'avait été demandée, à laquelle on m'avait demandé de répondre, c'était plutôt en quoi le dispositif de revue de dépenses nous permet de poser un certain nombre de questions et des questions actuelles, je dirais, sur l'action publique. Alors, pardon, excusez-moi. Je vous prie de m'excuser aussi d'éventuels problèmes parce que j'ai oublié mes notes et donc je n'ai retrouvé que mon brouillon. Donc j'essaierai quand même d'être aussi clair que François. Non, ce que je trouve tout à fait intéressant dans la revue de dépenses, c'est d'abord parce que la thématique est légitime, c'est surtout que pour la première fois, on a vraiment le thème de la dépense qui s'incarne dans une logique d'analyse de politique publique. Si je reprends le texte que citait François, c'est-à-dire le texte du FMI qui est sorti très récemment, il est dit, je cite, une revue de dépenses se réfère au processus selon lequel, je traduis, une évaluation assessment. Il faut toujours le préciser en français. Aux Français qui confondent evaluation et assessment. Selon lequel une évaluation des dépenses publiques est conduite en profondeur des dépenses publiques existantes afin d'identifier les opportunités de réduire ou rediriger la dépense compte tenu de sa faible priorité, son inefficience ou son inefficacité. Et surtout, elle vise à offrir une approche systématique pour garantir que la dépense est conforme aux priorités de l'action publique, des politiques publiques, ou qu'elle est efficace dans sa capacité à réaliser les objectifs attendus et qu'elle est déployée de manière efficiente. C'est là qu'on voit qu'effectivement, clairement, la question de la dépense est posée, effectivement, en rapport avec l'efficacité. C'est ce qui est important de rappeler, parce que on a été effectivement très souvent confronté à une économie de moyens au lieu de faire une vraie gestion des coûts. Or, le passage d'une économie de moyens à une vraie gestion des coûts, ça suppose effectivement qu'on se pose la question des objectifs de l'action publique et qu'on reste dans une démarche d'analyse de politique publique, si vous voulez. C'est en ce sens que ça me paraît important. Et c'est surtout important parce que je serais presque tenté de dire, pour la première fois, la question de l'efficience est réellement posée. Jusqu'ici, en termes d'analyse de politique publique et surtout d'évaluation de politique publique, la question de l'efficience n'était pas réellement posée. On parlait effectivement de mise en œuvre, on parlait d'impact, etc., mais la question de l'efficience n'était pas réellement posée. Et ça, c'est un vrai problème qui s'est posé à l'État. Or, aujourd'hui, l'État, comme tu l'as dit, est confronté effectivement à un certain nombre de programmes d'action, de politiques publiques, etc. Il faut qu'il soit efficace, qu'il sache répondre aux problèmes qui se posent à la société, et que la légitimité du politique, maintenant, on le sait, c'est pas simplement une légitimité de position, c'est aussi une légitimité d'action. D'où effectivement les problèmes sur lesquels j'aurai l'occasion de revenir sur ces différentes dimensions. Donc, ce qui est important, c'est que effectivement la manière dont est posée la question des revues de dépenses, elle renvoie très clairement justement à cette question de l'efficacité, et que efficience et efficacité sont deux thématiques qui sont bien évidemment interconnectées, interdépendantes. Et ça, c'est véritablement important. Malheureusement, comme François l'a suggéré et l'a bien montré, si la légitimité de l'objet dépense est totalement claire et si la maîtrise de l'efficience est clairement posée et est elle aussi parfaitement légitime, sa mise en œuvre a posé plus de problèmes qu'autre chose. On voit très bien que
on n'est pas toujours parvenu justement à maintenir justement cette connexion entre je dirais efficience et efficacité, pour des raisons qui renvoient à des points que tu as suggérés d'une certaine manière, qui renvoient très clairement au fonctionnement même de l'État, et qui renvoient à des dimensions institutionnelles, d'organisation, de travail, etc., sur lesquelles j'aurai l'occasion de revenir. Et c'est important parce que la question de la revue de dépenses, elle est fortement emblématique des enjeux actuels de la gestion publique, qui relèvent du triple registre de la connaissance, de l'action et du contrôle. Aujourd'hui, il est très clair que la problématique de l'efficacité et de la performance suppose l'intelligibilité du monde social. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus effectivement se cacher derrière quoi que ce soit. Et cette intelligibilité, c'est-à-dire cet impératif de connaissance, il est vital aujourd'hui. Et on le voit à travers la question des dépenses, bien évidemment, où il faut savoir comment les maîtriser. Et pour savoir comment les maîtriser, il faut savoir les connaître. Et ça, c'est le président du Conseil national de l'information statistique qui parle. On voit aujourd'hui l'extrême difficulté qu'il y a dans un certain nombre de ministères à comprendre ce que sont les statistiques. Et à savoir les utiliser. Jusqu'au fait qu'on demande au président du CNIS où est-ce qu'on peut avoir des statistiques qui sont parfaitement solides, etc., sur telle et telle dimension. Et il faut rappeler à celui qui pose la question que dans son ministère, il a un service ministériel, il a un SSM, un service statistique ministériel. Donc, ce qui prouve qu'effectivement, aujourd'hui, on a un vrai problème autour aussi de cette question du rapport à la connaissance qui est vital. Et rapport à la connaissance, bien évidemment, tout simplement parce que les connaissances, c'est ce que je disais dans le triptyque que j'évoquais, ça renvoie aussi avec des questions d'action. Et les questions d'action, tout ça, ça débouche sur une question de contrôle. Et contrôle au doux sens du terme contrôle, c'est que effectivement on contrôle par l'évaluation des politiques publiques, par exemple, ou par la revue de dépenses, c'est-à-dire la capacité, alors là je ferai un peu d'anglais, to get under control, c'est-à-dire maîtriser, notre capacité à maîtriser ce que l'on fait. Mais il n'y a pas que cette maîtrise de ce que l'on fait. Il y a le fait aussi qu'il y a le contrôle aujourd'hui d'une démocratie d'exercice, pour parler comme mon camarade du Collège de France. Bref, peu importe, qui a écrit lui aussi sur la légitimité Rosan Vallon, voilà, mon camarade Rosan Vallon. C'est-à-dire qu'il y a une démocratie d'exercice, et cette démocratie d'exercice, c'est celle qui renvoie effectivement au fait que il y a des citoyens, il y a effectivement des personnes qui doivent être informées, renseignées, qui peuvent réagir, etc., etc. Donc, dans le contrôle, il y a ces deux termes. Et aujourd'hui, le problème de la démocratie d'exercice, c'est qu'elle est aussi à inventer. Et j'aurai l'occasion de revenir dessus. Donc, on est confronté aujourd'hui dans une situation où, effectivement, il faut bien maîtriser ce triptyque connaissance, action, contrôle. Et on voit bien que c'est pas totalement évident. Ce qu'il y a quel que soit l'intérêt et la justesse, je dirais, de l'idée même de révision des dépenses, puisque la révision des dépenses renvoie justement à ces objectifs d'action. Et c'est aussi une manière intelligente de rappeler que les dépenses, il faut leur donner un sens. Les dépenses, il faut leur donner un sens. Et que leur donner un sens, effectivement, c'est, toute chose égale par ailleurs, c'est renvoyer effectivement à la logique aujourd'hui des collectivités territoriales, où on est passé très rapidement d'une régulation par la ressource à une régulation par la dépense. Les contrats de Cahors en sont d'une certaine manière un exemple. Et aujourd'hui, c'est ça qui est déterminant. C'est effectivement pas la ressource, ça suffit pas, mais ce qui devient légitimement pour l'action publique et ce qui devient effectivement un élément décisif, c'est effectivement quel est le contenu des coûts, à quoi correspondent ces coûts. Donc c'est pour ça qu'on est passé aujourd'hui d'une régulation par la ressource à une régulation par les coûts. Mais c'est vrai aussi à tous les niveaux. C'est vrai aussi à tous les niveaux, c'est-à-dire qu'on ne peut expliquer, il faut savoir justifier une dépense. Et savoir justifier une dépense, ça renvoie au fait, effectivement, qu'on peut la connaître et qu'on peut aussi l'afficher. Donc ça renvoie à toutes ces questions qui sont aujourd'hui totalement déterminantes. Et malheureusement, c'est là qu'on revient sur une question
que nous nous sommes posés, nous sommes un certain nombre à nous l'être posés, je pense à Daniel Lamarck, François aussi, etc. C'est que on voit très bien que la très grande difficulté à développer une véritable compréhension de ce que sont les politiques publiques et de ce qu'est l'analyse des politiques, d'où la difficulté à développer chez nous des vraies évaluations de politique publique. On a aujourd'hui, on en parle beaucoup. Pourquoi? Parce que, comme la revue de dépenses, ça montre que tout ça c'est légitime. Maintenant, c'est clair, on le sait, il faut y faire face. Sauf que, vous voyez très bien que l'évaluation, on en parle beaucoup, mais c'est un peu comme les revues de dépenses, pour reprendre ce que disait François, c'est que il n'y en a pas tant que ça qui sont véritablement déterminants des évaluations. Et aujourd'hui, c'est même plus grave que ça, c'est que l'idée d'efficience, je l'avais dit à Agnès Benassi qui avait repris ce que j'avais dit lorsqu'on avait fait un colloque sur les démocraties, sur les politiques macro-prudentielles. Ce que j'aime bien dans l'efficience et dans l'idée même d'efficience, c'est que ça nous renvoie à quelque chose qui a été complètement oublié dans l'analyse de politique publique aujourd'hui telle qu'elle est pratiquée, c'est la mise en œuvre. C'est la question de l'implémentation. Or, aujourd'hui, il n'y en a que pour les évaluations d'impact, au point qu'on raconte tout et n'importe quoi sur les évaluations d'impact, à commencer parce qu'il faut apprendre aux gens que c'est impact assessment et on ne parle pas d'évaluation, ce qui n'est pas la même chose. L'assessment, c'est de l'évaluation, c'est un travail scientifique, etc. C'est de l'estimation, etc., etc. Or, une fois qu'on a dit que ça a des impacts, d'abord faudrait-il savoir contextualiser réellement l'analyse de politique publique, c'est-à-dire quel est le contexte qu'on prend en termes d'histoire, de temps, de temporalité, etc., comme de système d'action. Et on voit aujourd'hui que les évaluations d'impact sont quand même très très pauvres et ne nous renseignent en rien sur les questions de mise en œuvre. Or, si on parle des coûts, les coûts, ça renvoie à ce que l'on fait, aux conséquences que ça a, mais c'est aussi, pour une large partie, revenir à cette question de la mise en œuvre. Parce que ce sont des services, ce sont des administrations, etc. Ce sont des acteurs bien précis qui, effectivement, financent et ce sont des acteurs bien précis qui dépensent. Donc, je veux dire, au jour d'aujourd'hui, il est fondamental de revenir à un lien efficience-efficacité. C'est vital. Or, l'analyse des politiques, l'évaluation de politique publique, elle n'en parle pas. Ou extrêmement peu. Donc il faut absolument revenir à cela, ce qui montre qu'en France, en particulier, la question de la gestion et du management n'est toujours pas véritablement passée. Ce sont des enjeux qui sont déterminants. Il y a un vrai problème aujourd'hui de compétences au sens de qualification, pas au sens de compétences juridiques, comme on pourrait parler vers les collectivités territoriales. Il y a un vrai problème aujourd'hui de qualification sur un certain nombre d'enjeux de gestion, de management, comme il y en a autour de. On vient de faire un rapport sur la statistique publique. Et sa connaissance, aujourd'hui, sa maîtrise par les citoyens, les jeunes, etc., les scolaires, etc., les universitaires, c'est pas terrible, hein, c'est pas terrible. Et donc, alors qu'on sache pas faire de la microsimulation, de l'économétrie, ça c'est clair. Mais si on n'est pas capable de lire des tableaux, si on n'est pas capable de comprendre un certain nombre de choses, je dirais que c'est quand même relativement grave. Alors même qu'aujourd'hui, j'ai fait une chronique sur la place de la statistique publique pendant la crise du Covid. Aujourd'hui, la statistique publique est essentielle. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de données, on a besoin de compréhension, on a besoin de comprendre les choses. Et c'est comme pour les dépenses, c'est la même chose. Et ça, c'est tout à fait vital. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles il faut revoir très clairement notre capacité à piloter l'action publique. C'est derrière ce que pose très clairement, d'une certaine manière, la question de la revue des dépenses, c'est la question du pilotage de l'action publique. Et le pilotage de l'action publique, effectivement, ce sont des dépenses, mais telle que la définition du FMI le montre, qui est la même que reprend d'ailleurs l'OCDE, c'est qu'effectivement l'efficience a aussi quelque chose à voir avec l'efficacité. Et donc ça c'est quand même complètement déterminant.
Et donc c'est une des raisons pour lesquelles je dirais que si la légitimité est effectivement du côté de la revue des dépenses telle qu'elle est pensée, il faut aujourd'hui que effectivement on puisse améliorer le pilotage. Et le pilotage, ça renvoie à des points tout à fait décisifs, comme François a pu le montrer, sur la question de la responsabilité, mais aussi sur la question du travail administratif. Aujourd'hui se pose très clairement la question du rapport entre l'action publique et les organisations administratives, on le sait. Donc c'est une des raisons pour lesquelles il y a des enjeux cruciaux. Et c'est une des raisons pour lesquelles je reviendrai sur un point que j'ai déjà souvent évoqué ici même concernant en l'occurrence la statistique publique, mais qui me paraît décisif, c'est que comme disait un de mes collègues au commissariat général du plan, j'étais le premier conseiller scientifique du plan sur l'évaluation à partir des années 90. Comme disait un de mes collègues, l'évaluation, ça n'a de sens et de portée qu'à partir du moment où elle est appropriée par les services. Or, aujourd'hui, c'est comme les revues de dépenses. C'est fait à l'extérieur, c'est peu approprié. Les évaluations de politique, c'est à peu près la même chose. Or, qu'on fasse effectivement du contrôle, c'est très bien. Mais aussi, il faut faire en sorte que effectivement ce contrôle puisse servir à quelque chose. Donc il faut que ce soit approprié. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'arrête pas de dire qu'il faut internaliser la question des dépenses de la même manière qu'il faut internaliser la question de l'évaluation des politiques publiques. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai toujours défendu le rôle des SSM, des services statistiques ministériels dans les ministères, qui ont cette capacité. Alors aujourd'hui, il faudrait les former plus qu'ils ne sont formés en fait en termes d'analyse de politique publique, mais on a des services qui seraient tout à fait capables de montrer effectivement ce qu'il en est de la situation actuelle, du passé, peut-être des questions de prospective, poser des questions de prospective, etc., etc. Au service, il a fallu qu'il y ait le Covid pour qu'un certain nombre de ministères s'aperçoivent que les SSM, c'était aussi des services opérationnels qui pouvaient effectivement aider considérablement. Alors bien évidemment dans le domaine de la santé, c'est clair, mais c'était vital. Donc c'est aussi une façon de combler ce que tu évoquais d'une certaine manière à travers effectivement le fait que faire des évaluations, ça prend énormément de temps. Sauf que si on a déjà un background derrière, si on a effectivement une capacité de réflexion qui existe déjà, et une capacité d'avoir des données, des statistiques, des chiffres, etc., c'est quand même tout à fait intéressant. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a quelque chose à faire autour de la question, effectivement, de la présence d'un service dans chaque ministère qui ait une vraie capacité à intervenir sur ces différents points. Et rapidement, pour conclure, je dirais aussi que, pour renvoyer à ce que tu évoquais, créer des centres de responsabilité, ce que la LOLF n'a paradoxalement pas conduit à faire, suppose aussi des systèmes d'information performants qui permettent de construire des retours sur les résultats en temps réel. Pour passer du contrôle a priori au contrôle ex post. Donc là aussi, c'est tout ça pour dire qu'il y a une capacité aussi qu'il faut voir aujourd'hui. C'est du management, c'est de la gestion publique. Il faut aller vers ça. Et on a trop de manque de ce point de vue-là. D'où, en conclusion, très rapidement, je dirais que, vous le voyez, le besoin d'expertise est considérable. Il faut le combler. Et mon dernier point, ça relèvera ce que disait un de mes collègues allemands, la Hochschule für Verwaltungswissenschaft à Speyer, une sorte d'ENA fédérale, Niklas Luhmann, pour ne pas le citer, qui est un juriste et un sociologue bien connu en Allemagne. On est dans une société du risque, mais il faut bien différencier ce que lui appelle les risques d'objet et les risques de praxis. Je l'ai rappelé dernièrement ici même, lorsque le CNIS avait organisé le colloque sur la mesure de la transition écologique. Les risques d'objet, c'est le Covid, c'est l'inflation, c'est la gestion de la transition écologique, qui réclame en particulier une véritable efficience. C'est-à-dire qu'il faut savoir gérer. C'est plus du bricolage qu'il va falloir faire. Donc, on a des risques d'objet, mais il y a aussi des risques de praxis. Il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire qu'il y a des risques à travers ce que nous faisons. C'est-à-dire qu'il faut penser qu'il n'y a pas que les risques d'objets, ce que j'avais rappelé aussi dans une conférence où m'avait invité Agnès Benassi en particulier, c'est que effectivement,
il est important de travailler sur les objets, sur les thèmes sur lesquels on va intervenir, mais il faut se poser aussi la question des risques de praxis, c'est-à-dire des propres risques que nous générons à travers ce que nous faisons. Pourquoi ? Parce que définir des politiques publiques, c'est prendre des risques. Voilà. Donc il faut qu'on prenne des risques le mieux possible. Merci, je sais pas si j'ai pas été trop long. J'ai 5 minutes encore. Non, mais écoutez, j'avais trop peur d'être. On va en rester là. Merci. Comme ça laissera plus de Merci place beaucoup. pour. On a du temps un petit peu pour des questions ou des remarques. Moi, je vais quand même vous en poser une, Patrice, sur. Vous avez beaucoup parlé de temporalité dans ces questions d'évaluation des politiques publiques. Il y a des temps très contradictoires, en fait, entre les décisions politiques, les mises en œuvre et l'évaluation par des chercheurs, d'autant que pour qu'une évaluation soit un peu complète, il y a les statistiques, évidemment, et les SSM sont centraux dans cette démarche, mais il y a aussi des évaluations plus qualitatives sur comment les acteurs se sont mis en marche, se sont organisés pour intégrer cette nouvelle politique, nouvelle ou pas nouvelle d'ailleurs, mais il y a toutes les questions de mise en œuvre, il y a évidemment les bénéficiaires par exemple, dans le cas où il y en a. Donc comment on réconcilie tous ces temps-là ? Comment cette injonction à faire, en fait, elle se heurte à quoi très concrètement entre ces temps différents et ces cultures professionnelles aussi très différentes que sont l'administration, la communauté de la recherche et les politiques ? Oui, alors, merci pour ces questions qui sont en fait tout à fait fondamentales, mais qui sont des questions qu'on se pose malheureusement depuis déjà bien longtemps. On le sait très bien. Il faut quand même rappeler que l'analyse de politique publique et donc l'évaluation qui est sa fille sont rentrées très tardivement dans le cadre français. On est passé par le commissariat général du plan, etc., etc. Mais ça renvoie aussi au fait qu'en France, et ça c'est une critique que je fais aussi régulièrement, on a institutionnalisé les disciplines scientifiques de manière catastrophique, c'est-à-dire pire qu'ailleurs. Résultat, quand on est juriste, on ignore tous les autres, on est économiste, on fait la même chose, et on est, bref, quelles que soient les disciplines, d'où la très grande difficulté, ce qui fait que je l'ai produit dans un livre récent sur Public Policy in France. En France, on n'a jamais réussi à créer l'équivalent d'une School of Public Policy. Parce que si les disciplines scientifiques sont incommensurables, l'expertise, c'est pas la même chose. Les experts, il y a des hiérarchies. Donc il y a des conflits d'expertise, etc. Donc il y a une première question qui est effectivement, et on le voit à propos de la gestion et du management, je pense que Daniel en reparlera, il y a des vrais problèmes autour de ça. Donc, question scientifique. Par exemple, lorsque j'étais conseiller scientifique du plan, avec mon camarade Michel Matteux, son nom le prédisposait à être d'ailleurs un X-Min. Et Michel Matteux, on n'arrêtait pas de faire la course, si j'ose dire, aux économistes, alors que nous-mêmes on était économistes. Je suis sociologue, mais je suis économiste aussi. Les économistes à l'époque ne voulaient pas entendre parler d'évaluation de politique publique. Il faut attendre les années 2000 pour que progressivement ils prennent les choses en main, mais ils les prennent sur quoi ? Sur ce qu'ils savent faire. C'est-à-dire l'évaluation d'impact, l'économétrie, les microsimulations, etc. Et c'est très bien, il faut le faire. Mais on ne peut pas raisonner sur les impacts sans remonter qu'est-ce qui les produit, quelles sont les théories d'action à travers lesquelles on a pensé les problèmes, quels sont les mécanismes de mise en œuvre, etc., etc. Donc effectivement, ça prend du temps. Et c'est pour ça aussi que la question de l'internalisation autour des SSM, ce n'est qu'une des solutions possibles. Mais la chance, par contre, des SSM, c'est que tous les SSM, eux, se coordonnent parfaitement. Parce qu'ils ont la même culture et ils se posent les mêmes questions. Or, aujourd'hui, on le sait très bien, quelle est la plus grosse question qui se pose dans l'action publique ? C'est la question de la coordination. C'est la question de la coordination. Pourquoi, hier, les élus locaux n'étaient pas présents ? C'est que...
depuis un certain temps, je dirais, il y a eu quand même une relative glaciation des rapports entre l'État et les collectivités territoriales. Bon, d'une part, on a raté la déconcentration, mais ça c'était bien avant notre président actuel, mais en plus, c'est vrai que les rapports sont... Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas penser la coordination dans la mesure où, effectivement, on est tous dans des situations d'interdépendance. Si vous voulez, c'est une des raisons pour lesquelles je voulais terminer là-dessus, mais du coup, je l'ai pas fait. Aujourd'hui, si vous voulez, si je retrouve, non mais comme c'est mes brouillons, oui, aujourd'hui, la grande difficulté, et tous ceux qui travaillent sur la question de l'État le savent bien. J'en ai discuté dernièrement avec Jacques Chevalier, qui est en droit public certainement un de ceux qui sont un des meilleurs experts de la question de l'État. Il faut repenser le service public. Repenser le service public pour une simple raison, c'est qu'effectivement, il faut penser le rapport des organisations administratives à la question des politiques publiques. Or, ce qui a été évoqué tout à l'heure par la dame qui était à ma place, là, Madame Anne Blondy-Touré. Oui, c'est que effectivement, on voit très bien que les organisations administratives ne sont plus que des instruments d'action. Donc, il faut les penser comme des instruments d'action. C'est-à-dire que donc leur pérennité, et donc ça crée des craintes, etc. Donc, il faut repenser le service public. Il faut redéfinir les règles du jeu. Et on voit très bien que on est à peu près incapable on parle depuis longtemps de la clarification des compétences, sauf que les compétences, on sait très bien qu'on ne pourra jamais véritablement les clarifier, parce que tout le monde est plus ou moins colocataire ou copropriétaire d'une compétence. Et puis le dernier point, c'est qu'il faut refonder la démocratie, c'est-à-dire penser ce que mon camarade Rosan Vallon appelait la démocratie d'exercice. Or, aujourd'hui, donc pour toutes ces raisons, c'est difficile. L'évaluation, il faut peut-être qu'il y ait des endroits où on va penser une activité de contrôle par des évaluations de politique publique, c'est une chose, effectivement, et ça prendra du temps. Mais il faut qu'il y ait une capacité à nourrir cette réflexion par, justement, des lieux où il y a une capacité à obtenir des données, des impacts, des statistiques, par exemple. C'est ma casquette CNIS qui revient, etc., etc. Donc, oui, ça prendra du temps. Mais si on veut éviter que ça prenne trop de temps, c'est une des raisons pour lesquelles je pense qu'il faut créer des lieux, les internaliser, comme je l'ai dit, pour qu'on puisse effectivement s'y... Je vous en prie. Excusez-moi, j'étais un peu long. Il marche le micro ? Oui, c'est marrant. Oui, cette question des horizons de temps est essentielle. Et donc, je vais l'illustrer par le point suivant. On a des élections législatives et présidentielles. Et ensuite, dans l'esprit des règles budgétaires européennes, telles d'ailleurs qu'elles vont probablement elles sont renégociées actuellement, et ça va être encore renforcé. Il faudrait qu'à l'automne suivant, on vote une loi de programmation pluriannuelle des finances publiques avec des objectifs de dépenses publiques qui, dans un pays comme la France, qui doit restaurer ses comptes publics, sont en général quand même des objectifs assez contraignants, supposant des économies. Et donc, alors, on peut, ce que je propose, avoir un processus qui permet chaque année d'alimenter les projets de loi de finances par une revue de dépenses, des grandes politiques publiques, mais il faut bien démarrer le processus. Et pour démarrer le processus et pour inscrire déjà des réformes ou pour ne serait-ce que documenter, comme dit la Cour des comptes, un peu les économies qu'on a l'intention de faire dans les 5 prochaines années, on n'a pas beaucoup de temps. On a grosso modo entre le mois de juin et le mois de septembre. Donc on n'a pas vraiment le temps de lancer des évaluations de politique publique au sens où l'entend Patrice. Mais, heureusement d'une certaine façon quand même, on a des choses en stock. On a des choses en stock. Alors, ce n'est pas forcément des évaluations académiques.
Mais c'est des rapports administratifs, parfois, des rapports de la Cour des comptes, des rapports d'inspection. On a en général plein de choses. Moi, en fait, j'ai parfois l'impression de réécrire en permanence ce que j'écrivais lorsque j'étais, il y a 30 ans, ici, à la direction de la prévision, sur des tas de sujets de politique économique. Donc, voilà, donc il y a un moment aussi où les problèmes de cohérence temporelle font que, bon, faut faire avec ce qu'on a. Hein. Voilà, il faut essayer il ne faut pas s'obliger à faire reposer toutes les décisions sur des évaluations de politique publique, je dirais, dans toute leur pureté académique. Voilà. Oui, je vous en prie. Et bonjour, ici c'est Madame Bova de la Commission européenne. Je ne vais pas parler de la réforme des règles budgétaires, mais je voudrais revenir sur les sujets de la mise en œuvre des réformes. Et quelque chose que nous, on a remarqué dans les autres pays de l'Union européenne, est qu'il y a vraiment un écart, comme l'a souligné aussi Madame Rowe, entre les acteurs et les temps de la production des évaluations politiques d'un côté, mais aussi un écart de l'autre côté avec ce qui sont concernés avec la proposition des réformes. C'est-à-dire parfois nous voyons que les évaluations montrent des résultats qui ne peuvent pas être considérés pour des réformes, pour la review des dépenses publiques. Et donc là, la suggestion que les différentes organisations internationales proposent, c'est de, comme vous l'avez dit, internaliser ou même mieux institutionnaliser les processus. Donc les aligner, c'est-à-dire on fait des évaluations des politiques avant de commencer la discussion des dépenses, de commencer la discussion aussi des réformes. Et alors sur cela, je voulais savoir où est la France avec cette institutionnalisation du processus, c'est-à-dire faire des procédures qui sont alignées et qui vont en parallèle, plus ou moins. Merci. Je vais avoir du mal à répondre à cette question s'agissant du processus qui vient d'être mis en œuvre. Parce que le problème, oui, vous l'avez fort bien décrit. Comment est-ce que le gouvernement actuel entend améliorer ce processus ? En fait, je n'en sais pas grand-chose. Je ne suis pas moi-même. Voilà, moi, je ne suis qu'un observateur extérieur. Ce qui me frappe quand même dans le processus actuel, malheureusement, je vais être critique, c'est que au moins, dans le cadre des processus précédents, ne serait-ce que Action publique 2022, on avait dès le début un mode d'emploi. C'est-à-dire que Action publique 2022 a été lancée avec, il y avait un dossier de presse, on avait dit à l'époque qu'il y avait d'un côté un groupe de travail, le comité Action publique 2022, qui était chargé de réfléchir à des propositions et les faire d'organisation, et puis on demandait aussi de leur côté au ministère de faire des propositions. Tout ceci devait déboucher sur des comités interministériels de la transformation publique, etc. On voyait un peu comment c'était organisé. Je reconnais que là, j'y vois beaucoup moins clair. Voilà. Peut-être cet après-midi, il y a des tables rondes. Je pense notamment à Mélanie, qui est là-bas, qui vous diront, vous éclairciront peut-être un peu sur ce mode d'emploi. Je vais vous donner un exemple, comme ça elle pourra répondre. Il y a quelque chose que je n'ai pas bien compris en fait. On parle beaucoup dans la presse d'une initiative qui a été prise par la Première ministre, qui a consisté
dans les lettres de ce qu'on appelle les lettres de cadrage qui sont envoyées au début de procédure budgétaire. Le Premier ministre a dit il faudrait que chaque ministre me trouve des idées d'économie à hauteur de... Des idées pas d'économie, c'est pas marqué économie, c'est marqué les marges de manœuvre. Les marges de manœuvre à hauteur de 5% des crédits hors dépenses de personnel. Sur le moment, moi, je me suis dit, tiens, ça c'est ça fait partie de la revue de dépenses. D'ailleurs, c'est inspiré de ce qui a été fait aux Pays-Bas ou au Royaume-Uni. On a eu avec des procédures un peu du même genre, on a créé des groupes de travail auxquels on a dit, trouvez-nous des idées pour arriver. Aux Pays-Bas, c'était 20%. Bon, on est un peu moins ambitieux, mais on est en France. C'est un peu. Et puis, j'ai réalisé récemment en discutant avec des gens ici, que non, ça n'avait rien à voir avec la revue de dépenses. C'était autre chose. C'était la procédure budgétaire classique, voilà. Et la revue de dépenses, c'est un autre exercice qui s'appuie sur des travaux, des corps d'inspection. Donc, voilà, donc j'attends moi-même quelques éclaircissements. Sûr que Mélanie... Moi, bonjour, Mélanie Joder, directrice du budget. Je me sens interpellée, donc je me permets de répondre. La procédure de revue de dépenses qui a été lancée, elle est très étroitement articulée avec la procédure budgétaire annuelle, et c'est pour ça qu'elle a aussi vocation, cette fois-ci, à se répéter chaque année, c'est-à-dire à être quelque chose d'un dispositif pérenne. Donc l'idée, c'est que les revues de dépenses permettent de documenter des économies structurelles qui ensuite rentrent dans le processus décisionnel de la procédure budgétaire, qui est un processus décisionnel classique, où les ministres se mettent d'accord sur un certain nombre de dépenses nouvelles et d'économies, et le cas échéant, la Première ministre, voire le Président de la République, tranchent leurs éventuels désaccords. Donc c'est bien quelque chose de très articulé en processus décisionnel. On n'a pas des évaluations qui vivent leur vie d'un côté sans aboutir à un processus et de l'autre côté une procédure budgétaire. Les deux sont articulés, le calendrier a été conçu comme ça. Les thèmes d'évaluation sont décidés à l'automne, les évaluations sont lancées et réalisées au printemps, et ensuite la procédure de discussion budgétaire s'enclenche au mois de mai, et les résultats des revues de dépenses peuvent être déversés dans cette procédure budgétaire. Après, donc il y avait bien deux volets dans cette démarche, et on parlera un petit peu plus tard tout à l'heure de la trajectoire de finances publiques et des défis qu'on a à relever, mais il y avait bien un volet d'évaluation externe par des revues de dépenses et un volet où on demandait en parallèle au ministère de documenter 5% d'économies, ceci dans une autre finalité qui est le financement de la transition écologique, parce que ce sont des économies destinées à être redéployées pour financer les besoins de la France en matière de transition écologique et énergétique. Voilà. Donc deux démarches parallèles et très complémentaires, et c'est bien dans cette finalité-là que la Première ministre l'a présentée dans la lettre de cadrage. Merci beaucoup. On va aborder en fait très précisément ces questions-là dans la première table ronde. Avant ça, je vous propose une petite pause, et puis on reviendra vraiment sur la mécanique, la mise en pratique, les méthodes, les outils dans le cadre de la première table ronde. Ça répondra peut-être à certaines des questions déjà abordées. Merci beaucoup Patrice Durand et François Ecal.